l'archevêque de Mbandaka, Bikoro, coadjuteur au niveau de Kinshasa, le pape François, depuis les Saint-Sièges, a jeté son dévolu sur ces natifs du Sud-Bangui. La transition commence donc à la tête de l'église catholique de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, qui a déjà déposé sa démission au niveau du Saint-Siège. Il a atteint l'âge exact, contrairement aux autres. On va parler aussi de cette question entre la Belgique et la RDC, mais aussi l'intervention des anciens diplomates qui ont eu à gérer la diplomatie dans notre pays. André Alain Tundu a donné de la voix, vous le savez, ancien ambassadeur de notre pays au Rwanda, tout comme au niveau de l'Europe, réfugié à Brazzaville, mais également ancien autre vice-ministre des Affaires étrangères, Henri Thomas Lokondo, qui ne s'explique pas cette escalade entre Kinshasa et Brazzaville. On va parler autre sujet, si le temps nous le permet. Nous allons revenir sur cette question de Jekoko. 7 sur 7, on a parlé avant-hier et aujourd'hui. 7 sur 7 qui est représenté sur ce plateau par Israël Moutala. Israël, bonjour, bienvenue. Merci de l'invitation et bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Très bien, rapidement, 7 sur 7.cd. Vous avez parlé avant-hier de cette question des Jekoko, mais aujourd'hui vous revenez sur la mafia aux affaires foncières. L'histoire de Jekoko, une histoire terrible. Ça veut dire que vous avez là quelqu'un, nous étions quand même, nous l'avions annoncé et publié en primeur, oui, qu'il était, il avait bénéficié d'une liberté provisoire parce qu'il devait aller se faire soigner en Europe. Il y a une attestation médicale de Clinique Ngaliema qui atteste justement qu'il a un problème de rein et qu'ici il n'y a pas de plateau technique, donc il n'y a pas de matériel pour le prendre en charge de manière efficace. Et donc les médecins avaient conclu qu'il devait absolument et en toute urgence aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Et c'est par rapport à cette attestation médicale que le parquet général de Kinshasa lui a délivré l'ordonnance de mise en liberté provisoire. Une ordonnance de mise en liberté provisoire. Et donc cette ordonnance de mise en liberté provisoire, alors qu'elle lui était signifiée, il y a des agents de sécurité de l'ANER qui ont refusé que cette ordonnance soit justement exécutée. Et donc c'est bien tombé parce que le lendemain, Tambwe Mwamba, au cours d'une conférence de presse, a été interpellé sur cette question. Tambwe Mwamba a dit qu'il n'avait pas connaissance de cette ordonnance de mise en liberté et que si cette ordonnance lui était produite, il allait en tout cas agir de manière conséquente. C'est ce que les avocats de Jekoko ont fait. C'est ce que les avocats de Jekoko ont fait et donc Tambwe Mwamba a été pris au mot. Là, on attend justement qu'il puisse agir de manière conséquente, ça veut dire agir en homme d'État, pas sans état d'âme, et démentir le fait que la RDC est une république bananière. Parce que le comportement des services de sécurité comme l'ANER à l'hôpital, c'est vraiment des comportements qui illustrent bien que nous sommes dans une république bananière. Le travail de l'ANER, c'est un travail d'intelligence. L'ANER n'est pas au-dessus de la justice. C'est un service qui est au service du gouvernement. Donc l'ANER est sous l'autorité du gouvernement. Tous les services de renseignement sont sous l'autorité du gouvernement. Ils dépendent soit du ministère de l'Intérieur, soit du ministère de la Défense s'il s'agit des renseignements militaires. Mais dans ce pays, le patron de l'ANER est puissant que tout un gouvernement, puissant que le Premier ministre, puissant que tout un gouvernement. Ce n'est pas normal. Il faudrait absolument que les agents de l'ANER puissent justement changer de paradigme de travail, mais on en est loin. Très bien, mais ce matin vous revenez sur la mafia, selon 7 sur 7, aux affaires foncières. Bon, aux affaires foncières, il y a un conflit, foncier. Vous savez que le ministère des Affaires foncières est un ministère où il y a beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits parce que c'est vraiment le repère de la pègre, donc il y a toutes sortes de mafias qui s'y déroulent. Mais ici, il y a un nouveau conflit entre le fils Mobutu Giala avec le ministère des Affaires foncières. Giala est en train d'être déguerpi d'une de ses résidences à Ngaliema, sur Pigeon. Et là, le bien a été déclaré un bien sans maître. Donc c'est toujours une pratique
pour spolier des paisibles citoyens. On commence d'abord par déclarer un res nullius, après pour que l'État récupère et puisse le vendre, comme on l'a vu avec l'ancien ministre des Affaires foncières Bokopolo, je crois, avec les ambassades de la République tchèque. Et merci beaucoup Israël Moutala qui est avec nous sur ce plateau de kiosque. Le titre des journaux suite à la nomination de Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque et coadjuteur de Kinshasa. Monseigneur Mosengo, une sortie de scène sur fond d'interrogation. Relation Belgique-RDC du Direnders. Nous travaillons à une sortie de crise. Décision du pape François. Kinshasa, Ambongo, derrière Mosengo. Violence à Kakemi dans les Kassai. Évariste Lochab, brousse les finances. Crise diplomatique Kinshasa-Bruxelles. Renders à l'œuvre pour être de l'humain de la situation. On va terminer avec le modérateur. Monseigneur Fridolin Ambongo, désormais adjoint de l'archevêque de Kinshasa. Le pape François hésite d'accepter la démission du cardinal Monsengo. Israël Moutala, je reviens à vous. C'est une transition, disais-je au début de l'émission, qui s'annonce déjà à la tête de l'église catholique de Kinshasa. Absolument. Donc, Monseigneur Fridolin Ambongo est le successeur désigné du cardinal Monsengo à l'archevêché de Kinshasa. Et donc il a été, comme tu l'as si bien dit, nommé archevêque de Kinshasa coadjuteur, ça veut dire adjoint, et qui devrait... L'archevêché de Kinshasa peut avoir plusieurs adjoints. Oui. Mais quand on est nommé coadjuteur, ça veut dire que en cas de mise à la retraite du titulaire, tu deviens archevêque de Kinshasa. Et donc, Monseigneur Ambongo sera probablement et très certainement le successeur. Il est différent des évêques auxiliaires. Hein? Il est différent de... Bon, je ne connais pas très bien la nomenclature de l'Église catholique. Oui. L'autre fois, toi, tu as dit que tu étais catholique. Oui. Bon, moi, je suis dans ce qu'on appelle l'Église du Réveil. Et donc, l'Église de la Compassion, avec le pasteur Marcelo que je salue en passant de manière respectueuse. Donc, nous sommes, la nomenclature je ne la connais pas très bien, mais je sais qu'il y a des adjudicateurs. Il y a des évêques auxiliaires. Il y a des évêques auxiliaires. Ah, oui. Il y a même des évêques, comment est-ce qu'on les appelle encore? Parce qu'à une époque, ici à Kinshasa, il y avait 3 évêques auxiliaires. Oui, oui. Il y avait Moké, il y avait... Chibangu, il y avait 3 et tout ça, et même Echaou, je crois, et voilà. Mais donc voilà à peu près ce qui va se passer à la tête de la ville de Kinshasa. Donc maintenant, nous sommes dans la continuité de Monsengo, parce que Fridolin Ambongo est réputé proche de Monsengo. Parfois, il est même désigné comme étant plus radical que Monsengo, parce qu'il a son franc-parler, il ne mâche pas ses mots. C'est ton frère du Sud-Ubangui, donc au Sud-Ubangui, il y a un franc-parler qui détonne. 58 ans, il est de la congrégation de frères mineurs franciscains. Ils n'ont pas de paroisse à Kin, hein, à part la paroisse Saint-Gonza. Et puis, il était à la tête de l'archevêché de Mbandaka Bikoro, d'abord, et après, il vient comme président de la commission Justice et Paix. Il a aussi piloté avec son collègue Outembi Marcel les négociations de Saint-Sylvestre. Mais à Mbongo, on les connaît aussi très dur, vous l'avez dit. Je me dis, pourquoi avoir choisi aussi un dur comme Monsengo afin de succéder à Laurent Monsengo? Bon, moi je pense que d'abord le choix de Ambongo démontre l'influence qu'a le cardinal Monsengo auprès du pape. Parce que le pape, il n'a pas un tableau sur toutes les personnalités locales qui peuvent justement succéder à une personnalité comme Monsengo. Donc souvent le pape, il fait quoi? Il avalise les propositions de ses collaborateurs. Et donc je pense que c'est le cardinal Monsengo ici qui a porté la candidature de Fridolin Ambongo auprès du pape. Et donc le pape n'a fait que entériner ou avaliser le choix porté par le cardinal Monsengo. Très bien, merci beaucoup. On va revenir sur le parcours de Fridolin Ambongo, très proche de Bemba aussi. Hein. C'est les cousins, ils sont tous de Kungu, même territoire. Ça fait pas
Ça vous inspire aucun commentaire? Si, mais enfin, ça montre justement, ça montre, on peut justement, à partir de ses origines, à partir du fait qu'il a dirigé par le passé la commission Justice et Paix de l'Église catholique, qui est une commission très importante, qui est très au fait de la situation politique, de la situation des droits de l'homme. À partir de tout ça, on peut avoir une idée de l'homme. Ses prises de parole, on sait que c'est quelqu'un qui a des idées tranchées et tranchantes, et qu'il ne mâche pas ses mots, il n'a pas peur, donc voilà. Donc tout ça a fait dire justement au secrétaire général adjoint du parti de Lambert Mende, la CCU, que le choix de Fridolin Ambongo est une mauvaise nouvelle pour la RDC. Ça va compliquer les relations entre l'Église catholique et le pouvoir. Donc il a été clair. Ce n'est pas possible. Donc le André Lité, ACBA, qui est le CGA de la CCU, de Mende, la Convention des Congolais Unis, a dit clairement que ce choix là-bas était une mauvaise chose pour l'Église, et ça va tendre les rapports, ça va tendre les relations entre l'Église catholique et le pouvoir, et il ne fallait pas qu'on aille dans cette direction. Il fallait que le pape choisisse une personnalité plus réservée, plus neutre, plus pondérée, ce qui n'est pas le cas de Fridolin Ambongo, selon le CGA de la CCU. Il n'a pas cité les noms d'un cardinal plus pondéré et plus neutre? Non, il n'a pas cité quelqu'un de plus pondéré, plus neutre. Mais Ambongo, on l'a vu à l'œuvre, comme tu l'as dit, à la Senco. Donc lors des négociations ici politiques à la Senco, donc c'est quelqu'un quand même qui a des positions assez arrêtées. C'est une personnalité qui a des convictions fortes, et c'est difficile de le bousculer. Et c'est ce qui redoute le pouvoir, parce que le pouvoir a souvent besoin de personnes malléables, corvéables à souhait, et souvent ça s'est recruté au sein de l'ECC, mais le pasteur Ekofo et les Bukondoa essayent de changer la donne parce qu'ils ont une opinion très abîmée chez les Congolais. Très bien, merci beaucoup. Allez, Paul de Questel avec un grand retard de plus de 20 minutes. Paul, bonjour, bienvenue. Bonjour. Tout à l'heure, là, Israël était en train de vous égratigner un peu. On a parlé du pasteur Ekofo. Je vous ai vu, d'ailleurs, vous avez publié la photo avec lui. Mais on n'a pas de nouvelles sur lui. Il semble qu'il a quitté le pays, très menacé. Vous m'excusez d'abord pour ce retard. Alors, allez-y, Paul de Questel, je comprends. Ça arrive très rarement. Étant du métier, même voilà, les paramètres circonstanciels et les contingences qu'on n'arrive pas à gérer, on arrive en retard. Mais avant de répondre à la question, je salue aussi Israël. En fait, je n'aime pas être en face d'Israël. J'aime l'écouter quand tu parles. Et malheureusement, je suis en face. Mais Serge, j'aimerais d'abord m'acquitter d'un devoir agréable. Je n'ai pas pu prendre part à la fête. J'avais l'invitation. J'étais bien habillé ces jours-là. J'arrive au niveau avec madame aussi. Du boulevard. Malheureusement, on ne pouvait pas passer. Alors, on a pris tellement de temps. Alors, j'étais déshabillé. Je suis retourné chez moi. Voilà. Ça, c'est vrai que j'ai contribué pour le kiosque. Mais je voulais t'offrir cette cravate ici. Merci. Je l'avais achetée en 2006 en Égypte. Je ne l'ai jamais portée. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je comprends que j'ai gardé ça pour toi. Merci, je prends ça gentiment. Diana m'a remis son cadeau le lundi, vous me remettez. C'est la série qui continue. Merci beaucoup. Il y a un sac. Merci, Paul. Il y a un sac de sel que madame a offert à Serge. Merci. Parce qu'en fait, elle n'était pas avec moi. Parce que dans l'invitation, vous avez barré couple seulement, messieurs. Elle a dit, mais finalement, on n'a pas besoin qu'on soit en couple. Alors là, il y a un sac de sel. Malheureusement, on ne verra pas ça. Et ça restera, même après 2-3 enfants, je crois. Le sel ne manquera jamais. Très bien. Serge. Merci beaucoup. Tu es devenu très beau, c'est ça le mariage. C'est ce que tout le monde me dit. Voilà. Franchement. Mais aussi la responsabilité. Maintenant, je peux répondre à votre question. Allez-y. Je ne me rappelle plus la question. Vous pouvez rappeler. Je vous ai dit que c'est vous qui m'avez envoyé la photo. Ok. Le professeur Ekofo. Ekofo, son fils m'avait appelé en disant que papa est déjà aux États-Unis. Ce qui n'était pas encore confirmé parce que depuis vendredi soir, Ekofo ne communiquait plus. Son téléphone ne passe plus. Répondait absent. En fait, Ekofo s'est senti un peu seul. Il s'est senti seul parce qu'il ne pouvait pas quitter l'UPC et monter à bord de véhicule de la MONUSCO sans en informer le recteur. Le recteur n'était pas informé, ni Bukundoa.
c'est qu'à un certain moment, il s'est senti isolé. Pour preuve, il n'a reçu aucun soutien des officiels protestants, ni les lecteurs, ni le Bukundo. Personne n'avait affiché son point de vue favorable à sa prédication. Se sentant menacé, je crois qu'il s'est adressé à la MONUSCO, et la MONUSCO a aidé pour qu'il aille aux États-Unis, ce qu'il n'a jamais souhaité. Serge, être en exil, c'est pas un idéal. Hein. Il est très mal à l'aise parce qu'il aime bien être pasteur dans son pays, il aime bien enseigner ce Nouveau Testament, mais malheureusement, il est forcé en exil. Mais je pense qu'il ne sera pas là pour toujours, il viendra. Alors vous autres, vous qui prêchez, je ne sais pas moi, pas en odeur de sainteté avec les régimes, avec les pouvoirs, l'unique issue pour vous, les Mosengo et autres, c'est d'aller en exil. Non, je ne pense pas que Ekofo a rêvé d'être en exil. C'est comme si on l'a poussé dans l'exil. Je crois que depuis sa naissance, il n'a jamais reçu de menaces qu'il a eues après sa prédication. Tellement menacé. Bon, si tant que c'était vous ou moi ou Israël, bon, on a habitué à des menaces, on pouvait gérer ça. Mais lui n'a jamais eu de telles menaces. Des appels, mais également, écoutez, le lendemain, on viendra vous visiter, nous connaissons quand vous dormez, des choses comme ça. Je crois qu'il n'a pas pu supporter. Et ses enfants ont fait pression pour qu'il aille là-bas. C'est pas un choix. Il a été forcé pour aller en exil. Alors, Mosengo n'est pas en exil, Mosengo est allé... Mais est-ce que cette action ne met pas en porte-en-faux, j'ai posé la question hier aux confrères, entre l'église et les régimes, ou soit les fidèles de l'ECC, on n'a pas vécu ces moments un peu tumultueux il y a 12 ans sous l'archevêque, le Marini Bodo. Hein. Non, mais je pense que la situation des catholiques par rapport au régime n'est pas la même des protestants par rapport au régime. Les protestants n'ont jusque-là mené aucune action de grande envergure. Les protestants ne sont jamais prononcés en faveur ou en défaveur de Marx. Parce que la personne habilitée pour se prononcer, c'est Bukundo. Il n'a jamais fait. Ou peut-être que les laïcs. Mais les laïcs ne sont jamais prononcés. Peut-être qu'en soumet, les protestants soutiennent le marche catholique sans pour autant se déclarer. Est-ce que les protestants seront d'accord, seront heureux de voir que leur pasteur a fui parce qu'il est menacé par les régimes? Bon, je pense que Kofo, après sa prédication, n'était plus seulement pour les protestants. Hein. Voilà. Même vous, catholiques, Israël, non, Israël c'est protestant, vous reconnaissez en ce qu'il avait dit. Voilà. C'est que c'était devenu une opinion qui réunissait la majorité des Congolais. Mais en tant que protestants, on s'est dit, bon écoutez, c'est quand même un peu, c'est pas tellement bon que Kofo aille en exil, parce que quand Ekofo va en exil, clairement, on se rend compte qu'il était isolé. Hier encore, j'étais avec quelques pasteurs et puis qui disaient non, mais écoutez, il ne faut pas faire de la politique, il ne faut pas que nos paroisses. Il y a la peur, la crainte. Hein. Mais qu'est-ce qui justifie ces silences de la direction de l'ECC, mon grand frère Bukundo? Pourquoi il n'y a pas un communiqué officiel, une position officielle de l'Église face à ces menaces et peut-être face à cet exil d'un homme de Dieu et de la communauté? Je ne saurais pas répondre à la question. Non, comment vous interprétez ça? Bukundo vient d'arriver. Bukundo vient d'arriver, il a été installé. Il a reçu un cadeau assez significatif du président, une Jeep, puis enveloppe kaki. TXL, full option. Bon, mais je pense que d'une façon, naturellement, comme vous avez eu des cadeaux, c'est pas le lendemain que vous allez m'injurier, surtout que je vous ai offert en plus du travail, voyez-vous. Donc, comprenez Bukundo dans ce contexte-là. Merci beaucoup Paul Diakessé. Bukundo n'a jamais eu l'occasion de se placer en face du régime. Oui. Il faut le comprendre. Donc il doit ménager la chèvre et le chou. Mais aussi, c'est pas lui qui gère directement Ekofo. Ekofo est professeur à l'UPC, géré par le recteur, Mboïbouli. Il est passé à la cathédrale. C'est seulement à peine que Bukundo vient d'arriver. Je ne le vois pas. Prendre une position visible en faveur ou en défaveur. Je vais revenir à vous. Vous avez un mot à placer sur Ekofo? Bon, sur Ekofo, ça veut dire d'abord... J'ai compris un peu toute la difficulté de Paul. Il est lui-même pasteur, il est lui-même de la communauté, mais ici, il devrait analyser comme journaliste. Les gens... de le faire, mais... Écoutez, quand on avait posé la question sur son exil sur une chaîne concurrente,
j'avais dit que, à ce que je sache, il était encore au pays. C'est parce qu'on avait eu toute la difficulté justement à confirmer la véracité de cette information. Moi, quand j'ai eu vent de rumeurs sur son exil, j'ai appelé le pasteur Paul. Parce que moi, voilà, j'ai appelé directement le pasteur Paul, parce que je savais que le pasteur Paul était proche de lui. Mais quand j'ai appelé le pasteur Paul à cette époque-là, le pasteur Paul m'avait dit que non, pour l'instant, il est encore au pays, il n'était pas encore parti. Donc c'était en fonction de ça. Mais après, quand j'ai revu le pasteur Paul m'a dit oui, c'est vrai, c'est confirmé, il est parti. Donc c'était ma source. Parce que le temps d'envoyer une équipe là chez lui c'est normal. Hein. Vous trouvez qu'il y a encore de la famille, il y a encore des cousins. Bref, personne ne veut s'exprimer. C'est vraiment difficile. Donc, il a fallu aussi qu'on entende un pasteur un pasteur protestant en France pour justement confirmer effectivement qu'il s'est exilé. Donc moi je pense que maintenant aujourd'hui et le pasteur Ekofo et l'église, surtout d'abord lui-même le concerné, gagnerait à expliquer son geste. Là nous expliquons nous-mêmes, nous interprétons son geste, nous disons que cela découle de sa prêche lors de la commémoration de la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila le 16, et donc il serait mieux aujourd'hui maintenant que lui-même explique son geste, comme ça ce geste là-bas va rester dans l'histoire, on va l'expliquer, voilà, à telle époque, à tel moment, il y a eu un pasteur qui avait pris son courage. Voilà, il faut absolument qu'il fasse acte lui-même de courage en expliquant son geste, pourquoi il était exilé, s'il y avait des menaces de mort, ces menaces venaient de qui, de quel service et tout ça, il faut qu'il explique. Aux États-Unis, il est en sécurité, donc il peut facilement libérer sa langue. Mais ça se disait partout dans les réseaux sociaux, dans la ville ici. Comment, si les pouvoirs, si le gouvernement ne se sentait pas impliqué aussi dans ces menaces, comment celui-ci, c'est-à-dire le gouvernement, n'a pas cherché à sécuriser les pasteurs? Mais le problème aussi, c'est celui-là. Bon, à première vue, qui gagnerait le pouvoir à insécuriser Ekofo? S'ils l'ont fait, c'est une maladresse de plus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de jugeote. La prédication était publique, elle était déjà passée à la télévision, ils avaient été surpris. Ils ont coupé les signaux, mais c'était trop tard. Le buzz est parti, donc voilà. Donc le mal était déjà fait. Donc à ce mal là-bas, il fallait qu'ils se la jouent démocrates, qu'ils encaissent. Il fallait qu'ils soient sportifs. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des zélés qui ont... Bon, parce que jusque-là, donc nous sommes encore dans le flou. Mais stratégiquement, le pouvoir n'avait pas intérêt à contraindre Ekofo avec sa popularité, à le contraindre à l'exil. Il est aussi difficile d'établir le fait que ça soit un ordre venu de la famille de Kabila ou un ordre venu du président de la République ou des Kalev. Non, le problème c'est qu'il ne faut pas se mentir. On connaît la nature du régime. Il ne faut pas se mentir. On va se mentir. Les prêtres qui sont enlevés à gauche, à droite, les agents de l'ANR qui refusent d'exécuter l'ordre de la justice, on connaît la nature du régime. Poser la question à Chris Chemati qui a fait un tour dans les géoles de l'ANR, il t'en dira quelque chose. Poser la question à Carbone Beni de Filimbi et tous ces gens là-bas de Lucha et qui sont arrêtés, on connaît quand même la nature du régime. Donc il ne faut pas quand même aussi se mentir à soi-même. Il faut être lucide, ça veut dire que le régime est capable justement, après une prêche comme celle-là, de menacer quelqu'un. Très bien. Donc voilà, donc c'est la réalité de notre régime, il faudra corriger ça. Mais stratégiquement, c'est une erreur. C'est une erreur d'appréciation. Ça ne donne pas une bonne image du pays. Hein. Donc c'est même pas une question de bonne image du pays, ça veut dire que même eux-mêmes sur le plan électoral, ça veut dire qu'il faut voir que derrière Ekofo, il y a une opinion. Il y a des protestants. Et au-delà des protestants, comme l'a dit le pasteur, il y a une opinion nationale qui s'est reconnue dans le propos de Ekofo. Et voir un tel citoyen être contraint à l'exil, ça ne plaît pas à ces gens qui se reconnaissent dans ces propos. Sur les réseaux sociaux, donc parce que, comme l'a dit le pasteur Paul, l'exil n'est pas une sinécure. Non, vous êtes arraché de vos racines, de vos habitudes. Donc il faut aller à l'étranger parfois, en tant qu'homme libre. Mais il ne faut pas aller à l'étranger par contrainte. Ce n'est pas une excellente chose parce qu'il avait les moyens d'aller à l'étranger par choix. Mais là, il est contraint, donc il change de vie, ce n'est pas bon. Et donc, il faut poser la question aux exilés. À Thomas Lokondo, il a été exilé. Poser la question à tous les exilés, ce n'est pas facile. Donc, c'est pas facile. Donc, savoir qu'on ne peut pas rentrer dans son pays fait très mal. Qu'on ne peut pas y rester, y demeurer fait très mal. Et donc voilà pourquoi les cas de Katumbi, le cas de Boussa, c'est des cas qui doivent nous interpeller. Nous sommes tous
dans le cas actuel, dans les circonstances actuelles, des potentiels exilés. Et donc, il faut absolument que nous développions une solidarité forte autour des personnes qui sont contraintes à l'exil. Très bien. Un pasteur s'exile, un autre s'annonce. Il s'appelle Ambongo Besungu Fridolin. Archevêque, comment on dit, coadjuteur. C'est la transition à la tête de l'église de Kinshasa. J'aimerais un peu enchaîner dans la même logique qu'Israël. Je crois que le régime n'a pas intérêt à durcir sa position par rapport aux églises. Le choix qui est le meilleur, c'est d'aller vers l'église. Surtout que l'église, c'est toujours le papa. Il faut aller vers l'église, il faut dialoguer avec l'église. Même si les téméraires disent on va dire quoi avec eux. Il faut aller. Parce que l'église est plus puissante que le régime. Parce qu'aujourd'hui, dans ces marches, ce n'est plus un problème des catholiques ou des protestants. C'est tous les Congolais. Et je pense même que ces marches ont eu le mérite jusqu'aujourd'hui d'avoir poussé Kabila à parler. Donc c'est la pression qui a fait qu'il faut que je puisse parler. Donc là, je pense que le régime a intérêt, comme l'a un peu écrit Mouzitou, de négocier, d'aller vers l'église au lieu de s'endurcir. Et l'exil de Kofo n'est pas une bonne nouvelle pour lui, parce que ça rend encore les gens beaucoup plus méfiants. Lui-même, le président Kabila, un ancien exilé, hein? Il connaît le prix de l'exil. Hein? Non, lui, là, non. Historiquement, il n'a jamais été exilé. Il est né... dans l'exil, il est né en cachette. Donc, d'après ce que nous avons comme élément, c'est son papa qui est en exil. Et lui est né en exil. Donc, il n'a jamais été ici, et puis il va en exil. Donc, c'est différent. Hein? Comme il est parti, si jamais il a un enfant là-bas, cet enfant n'est pas un exilé. N'est pas un exilé. Parce qu'il n'a jamais connu... Très bien. Fridolin Ambongo. Fridolin Ambongo. La CCI de Mende dit que c'est une très mauvaise nouvelle pour la République. Bon, ce qui me tombe d'abord, c'est que comment le choix d'Ambongo devient... coadjuteur. Non. Ça, c'est tellement médiatisé, c'est tellement politisé. Je me dis, mais pourquoi? Je me dis, parce qu'Ambongo est radical, parce qu'Ambongo est proche de Mosengo, parce qu'Ambongo est proche de Bemba, et pour les marches, parce qu'il est de l'Équateur, peut-être. Sidou Bangui. Sidou Bangui, comme Serge. Oui. Et Mobutu aussi. Hein. Oui. Mais à quoi cela peut devenir intéressant? Depuis d'abord, il faut se dire que chaque fois qu'on doit nommer un cardinal ou son remplaçant, on demande toujours l'avis de celui qui est en place. Maloula, à l'époque, tout le monde pensait que Maloula allait choisir Mosengo. Maloula avait choisi Tchao. Et Tchao était obligé de choisir Mosengo. Et maintenant Mosengo choisit Ambongo. Peut-être que les gens pouvaient penser autre chose, mais il a choisi Ambongo. Il n'y a pas que Mosengo, mais aussi le pape, il y a aussi la nonciature qui est là, qui observe les faits et gestes de tous les prélats catholiques. Nous, on pensait plutôt à Outembi, hein? Non, mais Outembi, je crois qu'Ambongo est plus vieux dans le métier ou dans le travail, dans la prêtrise que Outembi. Outembi est encore plus jeune. On ne sait pas voir un cardinal plus jeune par rapport à ses évêques. Mais qu'est-ce qui fait que ces cardinaux-là, qui se succèdent à la tête de la ville de Kinshasa, sont toujours un peu durs? Vous avez vu Maloula, vous avez vu Zami Bamingwabi, vous avez vu Mosengo, maintenant c'est Ambongo qui arrive. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, écoutez, il ne faut pas poser une question qui risque de susciter des ennemis potentiels pour Ambongo. Ambongo est membre de la Senko. La Senko a piloté les dialogues. La Senko aujourd'hui, en rapport avec la commission de laïque de la coordination, le comité de laïque de la coordination demande à ce qu'on puisse appliquer les accords. Et je ne pense pas qu'Ambongo pourrait mettre notre son par rapport à celui émis par Outembi, donc vous pensez que Mosengo Ambongo c'est la continuité? Je pense que Mosengo est beaucoup plus virulent qu'Ambongo. Peut-être qu'Ambongo en lui ayant un sang, c'est pas Ngwaka ou Nandé ou Mongo, peut-être qu'il sera
très nocif par rapport au régime, si tant est que celui-ci n'allait pas dans le sens voulu par la Senko dans l'application de l'accord. Donc pour le régime qui avait pensé influencer les choix du successeur de Mosengo pour que celui-ci soit de leur obédience, donc là c'était un échec puissant pour le régime. Parce qu'en certain moment même, les choix de Tchaou, on disait que c'est Mobutu qui avait influencé. Et c'est quand même très important pour un chef de l'État d'influencer les choix d'un cardinal. Bon, mais nous, comme la diplomatie, c'est un peu les sapins et autres, on oublie même certains détails, même le choix du cardinal. Alors que c'est important. Donc Mosengo a primé, il a choisi Ambongo. Mais je ne pense pas qu'Ambongo va servir le régime. Ambongo sera dans la logique de Laurent Passini à Mosengo. Alors, j'aimerais que vous puissiez commenter cette phrase. Mosengo, une sortie de scène sur fond d'interrogation, ça c'est forum. Par cette désignation, les Vatican voudrait-il bien soustraire le cardinal des menaces qui pèseraient sur lui, ou aurait-il opté pour un archevêque moins porté sur le bras de fer avec les pouvoirs? S'interrogent les observateurs. Vous pouvez commenter cette phrase? Est-ce que c'est une manière pour Vatican de dégager un peu Mosengo? Mais je sais qu'il avait atteint l'âge limite. Hein? Tout à fait. Non, mais moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, parce que Mosengo avait déjà déposé sa lettre de démission, parce que atteint par la limite d'âge. Donc voilà, et même jusque-là, il est toujours archevêque de Kinshasa. Donc il n'est pas encore hors de portée. Si poursuite il y a, qu'on fasse les poursuites judiciaires. Parce qu'on dit que c'est lui qui est derrière. Qui a dit que s'il est hors de portée, qu'il ne peut plus répondre devant la justice. Donc voilà. Donc Mosengo, jusqu'à preuve du contraire, est encore archevêque de Kinshasa. Donc Ambongo aujourd'hui n'est que son adjoint. Pendant une année, 2 ans ou 3 ans. Prendre une année, 2 ans. Tout dépend du pape. Parce que c'est le pape, parce que Mosengo avait déjà déposé la lettre bien avant. Tout dépend du pape lui-même. S'il décide, bon, maintenant là j'accepte la démission de Mosengo, il l'accepte et puis Ambongo devient archevêque de Kinshasa. Et donc pour l'instant, Mosengo demeure l'archevêque de Kinshasa. Et même s'il partait, Israël, il sera toujours évêque. Absolument. Il va siéger au niveau de la Senko. Absolument. Il sera toujours influent, voyez-vous. Mais ce n'est pas demain qu'Ambongo prendra le pouvoir. Mosengo est encore là. Très bien. Merci beaucoup. On va suivre comment la classe politique a réagi face à cette nomination, cette désignation de Mosengo. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu commenter la position de la CCI, le parti de Lambert Mende, qui a dit que c'était une très mauvaise nouvelle pour le pays? Bon, je ne sais pas si c'est Mende qui avait dit ou... Non, c'est le vice-président de la Ligue de jeunes. Non, le secrétaire général adjoint. Secrétaire général adjoint du parti de Mende. Mais comme je l'ai dit, pour le régime, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que le régime aurait souhaité que ce soit quelqu'un de leur obédience. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait le poids pour la nomination, puisque peut-être que la diplomatie congolaise a été distraite, ne sachant pas que Mosengo devait succéder à... Il faut que quelqu'un pour succéder à Mosengo. C'est une mauvaise nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle pour le peuple congolais. Une bonne nouvelle pour ceux qui croient à l'alternance. Une bonne nouvelle pour ceux qui pensent que l'Église catholique est une garantie morale pour la RDC. Une bonne nouvelle pour ceux qui pensent que l'Église catholique est plus puissante que les régimes et que le régime finira par plier devant l'Église catholique. Mais une bonne nouvelle également pour ceux qui font foi au comité laïque de coordination. Très bien, ces comités laïques de coordination viennent d'avoir un soutien de taille. Ce sont des intellectuels et autres professeurs d'université qui soutiennent ces comités laïques de coordination. Alors Paul, vous ouvrez les balles avec le deuxième et dernier thème de l'émission. Escalade Belgique RDC. J'ai suivi personnellement la réaction des deux diplomates qui analysent le même fait. Le premier, c'est Atundu, qui pense que la réaction du Congo, c'était une réaction proportionnelle aux dégâts et il fallait appliquer la réciprocité. Mais par contre, j'ai suivi un autre diplomate, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, Henri Thomas Lokondo, lui, qui ne s'explique pas, l'élu de Mbandaka, il est d'ailleurs de la majorité, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, qui ne s'explique pas un peu cette position du gouvernement pour quelques maudites sommes de 25 millions que la Belgique a coupées et on commence à prendre des mesures de rétorsion. Vous avez cité Thomas Lokondo. Je me pose toujours la question, pourquoi il ne résout pas les G7? Pourquoi il n'a jamais été exclu de la majorité? Parce que ces prises de position sont diamétralement opposées aux positions générales. Ça fait la démocratie au sein de la majorité. Oh,
pour peu, est-ce qu'il y a aussi des débats au sein de la majorité, des débats libres et démocratiques. Si ça a été le cas, le Kamitatou et le Moïse et le Tondela ne seraient pas chassés de l'AMP. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des moments de débat, parce qu'on ne justifierait pas les tribunes de Mouzitou s'il y avait débat au sein de la majorité. C'est que la majorité, c'est comme si c'est la pensée unique, c'est Kingakati, c'est l'autorité morale. Ce qui est vraiment à l'antithèse d'un parti politique ou d'une plateforme de regroupement des partis politiques. Alors pour répondre à votre question, quand la Belgique et la RDC doivent arriver à ce niveau, d'abord je salue toutes les analyses faites au sujet de ça par le confrère qui succède sur cette table. Mais je ne pense pas que le moment a été bien choisi pour être en conflit avec la Belgique. Mais je me dis également, pour la RDC, c'est un peu l'adversaire le plus faible. Parce que je ne vois pas la RDC s'attaquer à l'Allemagne, à la France, à la Grande-Bretagne. Mais une façon de montrer que nous existons. C'est un peu la logique du point de presse de Kabila qui a bombé les torses face à la Belgique. C'est toujours la même chanson avec Lumumba, avec Mobutu, avec Laurent Mzee Kabila, avec Kabila. La Belgique n'est pas un grand pays au niveau européen. La Belgique n'est pas une puissance comme la France, comme la Grande-Bretagne. Mais la Belgique, c'est le centre de l'Europe, c'est le cœur de l'Europe. Et quand tout ça, la Belgique, c'est un message que Kabila veut lancer à l'Europe. Ajouter à cela aussi un peu la guerre d'intérêt au niveau de l'Europe entre la France, l'Espagne et la Belgique. Parce qu'aujourd'hui, la position française n'est plus comme celle à l'époque de Hollande qui est venu ridiculiser, humilier Kabila dans son pays. Macron, c'est un peu les affaires. Aujourd'hui, Total et l'exploitation des pétroles au niveau de la littoral, au niveau de lac de l'Est, intéresse Total. Donc la France a beaucoup d'intérêt économique au Congo, au point qu'elle n'aimerait pas être en porte-à-faux. Aussi l'Espagne qui veut prendre le projet de barrage d'Inga. Alors voyez-vous, la Belgique, face à l'Espagne et la France, ne pèse pas tellement. Alors, le régime a compris cela. C'est comme ça que le régime tape sur la Belgique. Mais est-ce que le pouvoir, le régime actuel, aura raison? Parce qu'antérieurement, d'autres pouvoirs ont osé le faire, ont fait cela. Je ne pense pas que la France peut se désolidariser de la Belgique au profit de la RDC, parce qu'entre les Européens, entre les Blancs, ils sont plus solidaires que nous pouvons le penser. Donc c'est une guerre qui n'a pas de sens. Peut-être qu'on aurait pu... on aurait pu garder les énergies pour autre chose que s'attaquer à la Belgique. Et quand on parle de réciprocité, quelle réciprocité? La Belgique a dit le 25 millions de francs euros, on ne donne pas. Mais nous aussi, on allait dire, bon, nous aussi, les 30 000 pour ceci, on ne donne pas. Quand on dit que nous supprimons Schengen, le consul, etc., est-ce que ça a vraiment de l'impact? Qu'est-ce que la Belgique perd en supprimant les consuls? C'est vrai, il y a beaucoup de ressources belges ici, mais c'est nous qui perdons en définitive, c'est nous qui perdons. Ça prouve à suffisance que le régime voit plus ses intérêts personnels que les intérêts de la majorité. Encore que cette décision n'avait jamais été discutée au niveau du gouvernement, hein, voyez-vous. C'est là où aussi il faut se dire, mais ceux qui se clament, qui se disent qu'ils sont premiers ministres, doivent peut-être cesser de l'être. Parce qu'une décision comme celle-là, c'est une décision d'un État, doit être une décision qui doit être discutée au niveau du gouvernement, en pesant le pour et le contre. Mais on sera bien compte, ce sont les faucons, les caciques du régime qui ont pris la décision. Mais cette décision, Serge, ne fera pas... Donc vous pensez qu'elle est contre-productive, hein? Ne fera pas long feu, parce que Bruxelles Airlines, dis-moi un peu,
nous gagnons beaucoup d'argent lorsque les avions circulent notre territoire aérien, on gagne beaucoup d'argent. Mais quand sur 7 vols, on dit qu'il n'y aurait 4 vols, mais c'est nous qui perdons, c'est pas la Belgique qui perd. Il semble que la Lufthansa avait déjà racheté la SN Bruxelles. Hein. Cette escalade, fermeture de maisons Schengen, fermeture des consulats, mais on apprend que notre consulat en Anvers continue à opérer. Hein. Bon, d'abord sur cette question, je suis d'accord avec le pasteur Paul. Pourquoi? Parce que je pense que quand on fait la balance, c'est la RDC qui est perdante. C'est nous qui demandons plus de visas pour aller à Schengen et pas les Belges. Donc ça veut dire que le fait qu'on ait fermé d'abord la maison Schengen, qui était une représentation, une organisation des 17 États, consulaire de 17 États pour octroyer des visas. Donc voilà, pour le moment, dites-vous que les gens qui avaient des demandes de visa là-bas ne sont plus traités. Donc c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons, en définitive. Ce sont les Congolais qui devaient voyager qui perdent aujourd'hui. Quand on dit par exemple que SN Bruxelles ne doit plus justement, doit réduire ses vols à destination de la RDC de 7 à 4 et de 4 peut-être à 0, ça veut dire que l'autorité de l'aviation civile va percevoir moins de taxes parce qu'il y a une taxe à l'atterrissage pour avoir l'autorisation d'atterrir et une autorisation de repartir du territoire. Il y a des taxes que la RVA, la RVA aussi, il y a plusieurs taxes que l'autorité de l'aviation civile et la RVA ne vont plus percevoir. Donc c'est nous en définitive qui perdons. Et vous voyez d'abord le gouvernement, qu'est-ce qu'ils disent au nom du principe de la réciprocité, comme nous, nos avions n'arrivent pas n'atterrissent pas en Belgique et tout ça. Ce n'est pas la faute de la Belgique. C'est un problème de l'Union européenne. Les compagnies aériennes congolaises sont blacklistées. Donc ce n'est pas une question de la Belgique. Il faut d'abord délister de la liste noire de l'Union européenne les compagnies d'aviation nationales pour aller dans le ciel, pour naviguer dans le ciel européen. Et donc là, vous avez vu le prétexte, d'abord, il est faux, il est mensonger. Sur la question de Bruxelles Airlines, ce n'est plus une société belge. Il y a quelques Belges qui y travaillent, mais c'est une société maintenant à capitaux allemands. Donc en voulant sanctionner la Belgique, on a sanctionné l'Allemagne. Donc on a raté le coche là aussi. Ça montre qu'il y a une certaine légèreté. Est-ce que les renseignements n'ont pas travaillé sur ça? Non, ils sont occupés à garder Carbone Béni, G-Coco. Ils sont dans... c'est ça. Mais justement, ils sont en train de surveiller les conversations sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de surveiller les conversations téléphoniques. Ils sont en train de surveiller... Comment on fait nommer à un président de la République des morts? On appelle ça service d'intelligence. Ici, on n'est pas dans un service d'intelligence, loin s'en faut. Donc voilà, on est dans un service caporalisé qui travaille pour maintenir un système, voilà, un homme au pouvoir. Mais je crains fort, on n'a pas dit fermeture de consulat. Est-ce que la crise elle est vraiment profonde pour qu'on en arrive là? Est-ce que nous ne cheminons pas véritablement vers une rupture diplomatique? Si, on va vers une rupture diplomatique. D'abord, je fais remarquer ici d'abord que... il y a très peu d'intérêt belge ici. Donc les Belges... Parce que les Congolais s'imaginaient que ce sont eux, comme d'habitude, le gouvernement congolais. Parce qu'il faut d'abord faire une différence ici entre le gouvernement congolais et l'État. Et l'État. Donc ça veut dire que le peuple congolais, Serge, le pasteur Paul et moi-même, je ne vais pas mandater le gouvernement à aller à rompre les rapports diplomatiques. Nous avons un gouvernement illégitime. Voilà, quand un gouvernement est illégitime, il doit essayer, il ne doit pas poser des actes forts. Parce que là, il engage qui? Sa base de légitimité, elle est étroite, elle est quasi inexistante. Donc, on n'a pas renouvelé notre confiance comme on devait le faire pour qu'il nous engage dûment. Donc, nous sommes dans un gouvernement de facto. Après 2 ans de qui dit que non, il engage de non. Non. Posez la question au peuple congolais. Parce que le peuple congolais, c'est lequel? C'est celui qui est descendu, qui a marché. La Belgique a rompu sa coopération structurelle avec le gouvernement. Pourquoi? Parce que la Belgique accuse le gouvernement d'avoir tué son propre peuple. Donc c'est en solidarité des marches du 31, en solidarité des marches du 21, que la Belgique a dit non, trop c'est trop, vous êtes à la base de cette crise, et même quand votre peuple marche pour exiger ceci ou cela, vous le tuez au lieu de l'encadrer, tout ça. Voilà parce que la Belgique d'abord a rompu. Dites-moi, quel est ce Congolais qui n'est pas d'accord avec la Belgique? Combien de Congolais ne sont pas d'accord? Beaucoup de Congolais se reconnaissent. Alors ici, le gouvernement monte sur ses grands chevaux dire que voilà, on nous a manqué du respect. Non, le peuple, la Belgique ne manque pas du respect au peuple congolais. Elle manque du respect à Kabila,
à ses ministres et à tout ça. Voilà le vrai problème. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les gens qui animent, les animateurs des institutions aujourd'hui, qui n'ont presque pas de légitimité, et le peuple congolais. Il faut faire la part de choses. En tout cas, moi, je ne me reconnais pas dans les décisions prises aujourd'hui par le gouvernement congolais. J'estime qu'il n'est pas en droit de m'engager. Très bien, merci. Et donc, sur cette question, donc, là où je suis d'accord avec Kabila, c'est la question de la sémantique. On ne peut plus appeler les Belges Noko, on les appelle les cousins, parce que Noko, chez les Bakongo, c'est quelqu'un qui a une position d'autorité, une position éminente. Et donc, nous sommes un peuple qui tend, qui cherche à devenir mature, à devenir souverain, et donc on ne doit pas appeler un peuple qui nous a colonisés de Noko, on doit les appeler cousins. Là, je suis parfaitement d'accord avec Kabila. C'est le seul point dans le contentieux congolais, là où Kabila a recadré les choses de manière pertinente. Et autre chose, on avait dit ici que les Belges vivaient de la RDC. On a pris la Gécamine, on leur a pris l'Amiba, on leur a pris Okimo, on leur a pris presque toutes leurs entreprises. Mais la Belgique est encore un pays prospère, plus prospère en tout cas que la RDC. C'est vous dire que l'effort doit être mis sur la création des richesses, sur la qualité des hommes. Parce que nous sommes restés avec ces richesses, on les a dilapidées, on les a pillées et on n'a pas pu faire reculer la pauvreté. Donc aujourd'hui, c'est un faux débat de penser que la Belgique, pour sa survie, dépend de la RDC. Non, la Belgique est un pays prospère qui a un budget au-delà, largement supérieur à celui de la RDC. Et donc, aujourd'hui, les 25 millions qu'on minimise de coopération, vous avez vu, si on les avait si minimisés, ça n'allait pas amener une telle riposte. Parce que, je rappelle encore ici, Kinshasa, avec 10 à 12 millions d'habitants, a mobilisé en 2017, en termes de ressources propres, l'équivalent de ce que la Belgique a retiré comme aide directe au gouvernement. Mais vous parlez des millions. Est-ce que si Kokonyang rembourse l'argent du FPI, si Kinki rembourse, il y a encore qui, ancien du MLC là, Kambinga qui avait pris 450 000 et quelques dollars. Si Kambinga rembourse, si Emile Ngoïmoukena rembourse l'argent là, est-ce que ça ne fait pas faire ces dons là? C'est à cette question que Gabriel devait répondre à son point de presse. Lorsqu'il dit qu'il n'a pas pu changer les Congolais, peut-être qu'il a raison. Mais comment il continue à garder les gens dans son entourage qui ont trempé dans la mégestion. Tout à fait. Et il ne dit rien. Ce sont parmi ses grands supporters. Et ce qui est grave, il dit, ses voisins lui posent la question, comment tu laisses les journalistes et beaucoup de médias? Et moi je dis, pourquoi ces voisins-là ne lui posent pas aussi des questions? Comment il y a des gens dans ton régime qui volent l'argent et tu le laisses? Ah, vous avez si bien dit. Je ne sais pas que je m'arrêterai là. Mais j'aimerais revenir un peu à ce que Israël a dit, que le gouvernement, c'est vrai, il ne faut pas que le gouvernement se confonde dans l'État. Et même nous, quand nous parlons, ne disons pas toujours, mais non, l'État ne fait rien, l'État, c'est ça. Non, c'est le gouvernement, parce que l'État, c'est moi, c'est vous et les autres. Israël, même si le gouvernement était légitime, mais une décision aussi grave que celle-là ne peut pas être prise par un ministre ça va être discuté en conseil des ministres. Par son chef de parti. Se discuter d'abord au niveau du gouvernement et ensuite au Parlement. Il faut que le Parlement se prononce de l'opportunité d'une telle mesure. Surtout que cette mesure va défavoriser plus les Congolais que ceux qui ont pris cette décision-là. Ceux qui devraient aller étudier, qui devraient aller continuer les études à Bruxelles ou soit à l'espace Schengen, ils vont faire comment? Se faire soigner. Ou ceux qui ont des parents ou des mamans de la famille en Belgique, qui sont nombreux. Absolument. Et Serge, moi et vous, Israël, nous sommes seulement Congolais, mais ceux-là qui parlent là, ils ont de double nationalité, il y a des Belgo-Congolais, des Francs-Congolais. Il faut que la presse, aujourd'hui, nous puissions être capables de dénoncer cela, de nos confrères, parce que j'ai l'impression, Israël, nos confrères qui sont français, congolais, quand ils parlent, par exemple, de l'alternance ou des élections, ils n'ont pas le même souci que nous. Parce qu'aujourd'hui, moi, si ça pétait aujourd'hui au pays, je ne resterai qu'ici, mes enfants sont ici, ma famille, etc. Mais les autres, là, ils vont aller rejoindre leur nationalité respective. Et je vois que cet effort, de vous commencer à le faire, dénoncer les confrères de la corporation qui ont deux nationalités et ils n'ont pas le droit de parler de questions nationales comme les élections, comme l'alternance. Parce qu'ils ont voté ici, hein. Parce que eux ne sont pas congolais comme nous. Donc ils n'ont pas le droit d'en parler, ou même d'appuyer ou de ne pas appuyer. Il faut les dénoncer. Et moi, je commencerai le jour où vous allez me donner l'autorisation. Alors s'il faut revenir à cela, la décision de la Belgique,
ne donnons pas aussi l'impression que voilà, nous sommes pro-belges, nous sommes contre le régime, parce qu'en fait, en tant que Congolais, on ne peut être que solidaire aux décisions prises par nos dirigeants. Mais pourvu que ces décisions soient avantageuses pour nous, le peuple. Mais quand on se rend compte que maintenant, pour avoir les visas de la Belgique, il faut aller à Brazzaville, il faut se battre. À l'époque, on se mettait sur le soleil pour attendre les visas. Chacun nous facilitait les choses. Est-ce qu'on a tenu compte de ça? Non. Mais également, aujourd'hui, pour plusieurs ONG et les hôpitaux qui fonctionnent grâce à l'appui de la coopération belge, ils vont en souffrir. Est-ce qu'on a tenu compte de ça? Donc, c'est pas parce qu'un individu est mécontent de la Belgique qu'on doit emballer tout le monde. Et surtout qu'aujourd'hui, ça sont des décisions des dictateurs à travers le monde. Dans un État démocratique où le débat est libre, couper la coopération avec un autre pays, mais c'est une décision anachronique, qui n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, nous devons coopérer. Nous sommes dans la mondialisation. Mais c'est de chercher où mes intérêts vaut plus que l'intérêt des autres. On a vu ça même entre les États-Unis et Cuba. Couper les relations, ça c'est vraiment antique. C'est archaïque. Merci beaucoup. Voilà. Même si on est terminé, madame, monsieur, c'était Kiosque, Paul Diakessé et Israël Moutala. Juste rappeler que c'est la Belgique qui a formé la force de réaction rapide, le bataillon, je crois, de Mamadou Ndala, et Mamadou a été formé, et donc ils ont fait du bon travail. Donc là aussi, on a rompu aussi la coopération militaire, les commandos belges sont partis. Donc voilà, donc la Belgique, il faut qu'on l'aime ou pas, a une certaine expertise qu'on n'a pas. Et qu'aujourd'hui, quand vous faites la balance, c'est nous qui perdons, parce que c'est elle qui nous donnait, et pas le contraire. Il faut prendre des décisions sous le fait des colères. Absolument, justement, c'est nous qui perdons. Il ne faut pas minimiser aussi l'influence de la Belgique au sein de l'Union européenne. Et donc, aujourd'hui, je sais que le gouvernement congolais est fâché contre la Belgique parce que la plupart des décisions contre la RDC ont été prises sous l'influence de la Belgique. Donc, il ne faut pas minimiser l'influence de la Belgique au sein de l'Union européenne. C'est un petit pays au sein de l'Union européenne, mais qui a de l'influence. Donc, la plupart des membres de la communauté internationale, quand ils veulent prendre une position, ils se réfèrent à l'avis de la Belgique avant de prendre une décision éminente. La Belgique, c'est le socle de l'Union européenne. C'était d'abord les Benelux qui a donné la... Absolument. Donc tous les pays européens respectent la Belgique. Donc le choix du siège de l'Union européenne en Belgique n'est pas un choix hasardeux. L'OTAN aussi. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, madame, monsieur. C'était Kiosque. Moi, j'ai réfléchi autrement. J'ai dit que si je devenais un jour père de famille avec mon épouse, grâce, avant de prendre une décision contre un voisin, je dois comprendre que d'abord j'ai le soutien de mon épouse. Si mon épouse a le soutien de la voisine, c'est que moi-même je dois être marginalisé. Peut-être que ton enfant a des bons rapports avec l'enfant du voisin. Autrement, j'aimerais dire que je voudrais dire comment notre gouvernement, face à la fronde interne, avec l'Église, avec les politiques, l'opposition, veut encore créer un autre front avec la Belgique. Je trouve que c'est un front de trop. Il vient de le créer. Merci beaucoup, madame. Mais à la décharge du gouvernement, le gouvernement dit qu'il était déjà, la Belgique était déjà en guerre contre lui depuis longtemps. Donc voilà, pour le gouvernement, ce n'est qu'une escalade, parce qu'ils étaient déjà en guerre avec la Belgique. Donc, aujourd'hui, la crise va crescendo. Donc nous sommes d'escalade en escalade. Pour le gouvernement, il considère que la Belgique travaille contre... Bon, le gouvernement dit contre les intérêts de la RDC, mais il faut bien circonscrire, c'est contre les intérêts de la classe dirigeante actuelle au pouvoir, parce que du point de vue de la Belgique, la crise est éminemment politique par la faute justement de Kabila et de sa famille politique. Et pourtant, compte tenu des contentieux que la Belgique a avec notre pays, notamment le Mumba, notamment beaucoup de dettes qui n'ont pas été payées, ça devait être un élément de poids pour nous, pour fragiliser la Belgique, pour arracher de la Belgique certaines... Mais il faut des diplomates de l'économie. Tout à fait. Parce qu'il y a un contentieux belgo-congolais qui n'a jamais été réglé. Donc, et ça, c'est un argument de poids pour nous, mais pas rompre avec la Belgique. Merci beaucoup. Ça, c'est une perte énorme. Ah oui, ben franchement, la diplomatie, c'est un domaine complexe. Donc, on ne donne pas ce travail à quelqu'un qui n'a fait que la boulangerie. Je ne dis pas que les boulangers sont des piètres, mais ils sont experts en boulangerie, mais ils ne sont pas experts en diplomatie. Ce n'est pas tout le monde
qui devient diplomate. Hein. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Madame, Messieurs, dites grand merci à l'équipe technique qui nous a soutenus. C'était très difficile. Hein. On a évolué sans la climatisation. Ouf. Nos excuses pour ces légers désagréments. Paul Diakessé, merci à vous. J'ai retenu une chose dans vos interventions. Les confrères qui ont la double nationalité, qui semblent être des donneurs de leçons, nous allons vraiment les interdire. Ne les mêlons plus dans les débats nationaux. Merci beaucoup. C'était les coups de gueule de Paul Diakessé. Merci Israël. Vous allez transmettre mes salutations le plus chaleureuses à votre tendre et chère épouse, Gloria Moutala. Mes salutations aussi. 9h30 demain, avec le même plaisir. Au revoir. Une épouse va bien. Très bien. Salutations aussi.